Alors, je vous disais tout à l'heure que Rémi et moi, on était deux enfants de Cabriès. Alors, on l'est, mais pas tout à fait de la même manière. D'abord parce qu'il y a une petite différence de génération, hein, 20 ans. 20 ans. Je suis de 78, il est de 98. Ouais, ça se voit pas, c'est ma sœur qui dit ça. Je vais peut-être l'air vieux, hein. Non, C'est les cheveux. non, alors, c'est pas ça, c'est que, donc, au niveau, la différence générationnelle fait que moi, j'ai vécu dans un piton dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y a des personnages de cet ouvrage que j'ai connus. J'ai connu La Béré, j'ai connu Raymond Martin, j'ai connu tous ces gens-là. Et je pouvais en parler en connaissance de cause, même s'il a quand même fallu aller chercher un peu plus, parce que la connaissance qu'on a des choses quand on est enfant est toujours, non pas mensongère, mais toujours un peu floue, il faut toujours aller vérifier ce qui résulte de sa mémoire. Et puis il y a une deuxième différence entre Révi et moi qui est beaucoup plus importante, je pense, c'est que lui c'est un enfant du bas du village. Moi je suis un enfant du Piton. Le bas géographiquement. Et le Piton, c'est quand même très particulier, parce qu'il y a quelque chose dans le village de Cabriès, enfin dans le haut du village, qui relève de l'insularité. Je m'explique. Les gens qui vivent sur une île, les insulaires, sont protégés par la mer. Quand on vit au Piton, c'est toujours le sentiment que j'ai eu, notamment dans mes jeunes années, on a l'impression d'être protégé par les hauteurs. Et parce que on voit les choses de loin et on domine la plaine. Et ce sentiment que j'ai eu, c'est ce que m'a appris cet ouvrage, ce sentiment que j'ai eu en étant gamin, parce que j'ai quitté le Piton il y a que quelques années, moi, aujourd'hui j'habite plutôt du côté de Calas. Ce sentiment, je me suis rendu compte en réalisant cet ouvrage qu'en fait, il avait été le sentiment de toutes les générations d'hommes et de femmes qui se sont succédés au village. Alors ce que je vous propose, c'est de voir en quoi ce village finalement a toujours été un refuge, un asile pour des tas de gens qui ont vécu des épreuves à des moments distincts de notre histoire. Alors remontant de 1000 ans, la création du village de Cabriès. Alors on sait qu'aux environs de l'an 1000, les populations qui vivaient plutôt dans les plaines autour, notamment du côté de Trébillane, où vous aviez un foyer de population beaucoup plus ancien qu'à Cabriès. Aux environs de l'an 1000, vous avez un monde très troublé, des incursions assez violentes, barbares, une société particulièrement insécure et aussi des épidémies. Par conséquent, les habitants des plaines décident d'assaillir le rocher et de venir y vivre. Alors ça ne signifie pas que, parce que ça on a trouvé quelques documents là-dessus, ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas de vie sur le rocher à l'époque, mais il y avait quelques habitations éparses, il n'y avait pas une vie communautaire avant cette date-là. Alors il y avait notamment des éleveurs de chèvres qui vivaient là, parce qu'on sait que ça s'appelle Cabriès, parce que la chèvre était l'animal qui pouvait le plus aisément arpenter le rocher de Cabriès. Donc, vers l'an 1000, le village commence à se construire, les villageois construisent un rempart pour se protéger des dangers de l'extérieur. Ce rempart, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Il en existe encore quelques fragments. Si vous voulez le voir, il suffit d'aller au parc Mélic et de regarder du côté de la place du Barry. Vous voyez encore ce qui reste du rempart initial. D'ailleurs, Barry en provençal, ça signifie rempart. Et ils construisent un village qui est à l'époque, le village primitif est assez réduit parce qu'en fait, il est compris entre la tour-clocher, le château et l'église. Donc le village primitif est sur une surface très très limitée. Et ils vont vivre là en se protégeant de l'extérieur, c'est-à-dire que dès l'origine, l'identité de Cabriès, c'est celle d'un refuge, depuis toujours. Alors on va faire un bond dans le temps, 8 siècles plus tard. On est donc au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le village de Cabriès a décompressé sa surface, on a un peu démoli une partie du rempart. Le village s'est développé un peu plus, on a construit quelques rues, le village s'est développé à l'est, à l'ouest, au sud. Je ne vous fais pas le détail des rues parce que tout ça est dans l'ouvrage. Mais il va y avoir un léger problème puisque en 1720, plus exactement le 25 mai 1720, le navire Le Grand Saint-Antoine arrive à Marseille et il apporte avec lui la dernière épidémie de peste qui a ravagé la France, plus particulièrement la Provence et le Languedoc. Alors il faut se rendre compte des chiffres. À l'époque, dans ce secteur géographique, en tout et pour tout, il y a 400 000 personnes. La peste en tue 120 000. C'est-à-dire que c'est une hécatombe totale. Et toutes les villes
tous les bourgs, tous les villages sont touchés, tous, sauf un, Cabriès. À Cabriès, il n'y a pas eu un seul mort de la peste. Alors on peut se dire, bon, l'explication, nous on a cherché, hein, mais alors il y a l'explication miraculeuse, on sait que nos anciens pensaient que c'était Saint Raphaël, le saint protecteur de Cabriès, qui avait protégé Cabriès de la peste. D'autres pensent que c'est la configuration du village. Enfin, l'idée de la configuration du village, moi je la trouve un peu limitée, parce que en fait vous avez des villages comme Bouc-Bélair, il y a des gens de Bouc-Bélair ce soir ici, où la peste a fait beaucoup plus de ravages, alors qu'il y avait les mêmes remparts, il y avait les mêmes protections, et dans les archives qu'on a trouvées, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de morts ailleurs. Donc, à l'époque de la peste aussi, Cabriès a été un refuge à protéger ses habitants. On fait un saut 100 ans plus tard, on est en 1865. Alors, 1865, c'est une date importante ici, pourquoi? Parce qu'un an plus tard, le village de Calas va être construit. Calas est construit entre 1866 et 1869. Mais en 1865, vous avez une autre épidémie, le choléra, qui va frapper Cabriès. Alors, pas que Cabriès, mais évidemment, tout le secteur géographique. Alors, cette fois, Cabriès va être touché. Mais alors que vous avez des dizaines et des dizaines de malades et de morts ailleurs, à Cabriès, il y a 8 morts. 8 en tout et pour tout, dont 6 vieillards et 2 personnes dans la force de l'âge. C'est-à-dire que même à cette époque-là, donc c'est très très limité par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, Cabriès semble être dans une espèce d'insularité, encore une fois, de protection qui est quand même assez surprenante. Et là encore, on n'a pas d'explication, d'autant qu'on a beaucoup plus d'archives que sur la peste, parce que c'est plus tard. Et Rémy a découvert dans les archives des lettres de médecins qui s'échangent leurs conclusions, leurs hypothèses, et on voit bien que des explications, il n'y en a pas. Alors, sautons encore d'un siècle, et là ça c'est la période que je préfère. 1944. 1944, c'est la libération de la Provence. Alors quand on parle de la libération, on a tendance plutôt de parler de Calas, parce que vous savez qu'à Calas, il y a eu la Delta Base des Américains qui sont venus s'installer sur le plateau de l'Orbois. C'était un camp de transit pour envoyer les soldats dans le Pacifique. Mais à Cabriès, il s'est passé une chose sociologiquement très intéressante. On l'a un peu oublié, mais parce que en fait, la libération militaire de la Provence a été plutôt rapide. L'armée allemande s'est effondrée rapidement, mais les Allemands ont défendu bec et ongle leur position à Marseille. Ce qui signifie que vous avez des quartiers entiers de Marseille qui ont été rasés, notamment la Belle de Mai et certaines parties des habitations du Vieux-Port. Et à l'époque, il y a pas mal de gens à reloger. Les autorités locales décident de disséminer les gens qui se retrouvent sans maison autour et dans les campagnes environnantes. Et certaines personnes vont être envoyées à Cabriès. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'à l'époque, dans l'après-guerre, Cabriès est un village qui est essentiellement encore paysan. Où les gens qui vivent là, ce sont des gens qui vivent là depuis très longtemps, qui sont aussi de familles paysannes. Et là, ils se retrouvent à cohabiter, non seulement avec des citadins, mais surtout avec des gens qui sont sociologiquement différents, parce que ce sont des ouvriers, et parfois des immigrés, puisque arrivent à Cabriès, alors dans l'après-guerre, et puis après ça a continué, dans les années 50, 60, des gens qui sont des Italiens, des Portugais, des Espagnols, et même quelques Maghrébins. Enfin, on m'a dit récemment qu'il en restait peut-être encore quelques-uns. Je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais ça montre que Cabriès, à toutes les époques, finalement, a été une espèce de refuge pour toutes les populations qui étaient dans le secteur, qui ont pu y vivre, qui ont eu la chance d'y vivre, et qui ont trouvé là un refuge par rapport au péril de leur temps, que ce soit la maladie, que ce soit la guerre, que ce soit diverses épreuves. Mais depuis toujours, ce village est un refuge. Et ce qu'il a été pour nous, ce qu'il a été pour moi, moi j'ai vécu de grands périls dans ma vie, mais j'avais senti que j'étais protégé ici, comme tous les enfants de Cabriès. Ce sentiment-là, beaucoup de générations l'ont partagé. Donc la véritable identité du Piton, c'est celle d'un refuge, d'un asile. Et pour terminer, je vais laisser la parole à Raymond Martin, alors Raymond Martin, qui avait une plume. Alors ça, c'était merveilleux, parce que quand on a fait les recherches, on est retombé sur toutes les cabres d'or, et pas que les cabres d'or. Et on a retrouvé tous les éditos de Raymond Martin. Alors, Raymond Martin, moi j'ai vu, très honnêtement, il était avocat, c'était un homme de lettres et de culture, il maîtrisait le latin, le grec, c'est quelqu'un qui était un puits de science. Il m'est arrivé de voir des discours qui ont été filmés à l'époque, je l'avais trouvé excellent, mais bon,
pas forcément grand orateur. Par contre, au niveau de la plume, c'était quelque chose de formidable. Et Raymond Martin, il a écrit une chose sur le Python qui est incroyable. En quelques mots, il le définit. À propos du Python, il dit « Goguenard, il voit les siècles défiler à ses pieds. C'est cela le triomphe tranquille de ces orgueilleux qu'on appelle les modestes. Le triomphe tranquille de ces orgueilleux qu'on appelle les modestes. » Tout est dit. Merci beaucoup.